Alors, cher Étienne, première fois au Québec? Pas tout à fait. J'ai des cousins au Québec. J'étais venu quand j'étais petit. Oui. Et la fréquentation de mes cousins me fait savourer la musique de votre accent que j'adore. Je suis mélomane et j'adore l'accent québécois. Je m'entraîne pour bien le parler. Mais j'y arrive pas tout à fait, tabarnak. Est-ce qu'il y a quelques expressions qui t'ont marqué depuis ton séjour Oui, récent? c'est correct. C'est bien correct. C'est bien correct. Ça a été dit plusieurs fois, c'est bien correct, c'est bien correct. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu un préambule au Congrès. On a fait un petit voyage ensemble. Tu es allé voir Immersion québécoise. québécoise, Une immersion. formidable. Donc, tu as vu les baleines aussi, qui ne sont pas nécessairement québécoises, ils n'ont pas de nationalité, mais des baleines et des phoques. Et, Merci beaucoup pour ça. Ah, c'était vraiment plein de bons moments et de rencontres. C'était des beaux moments, oui, pour tisser des liens, parce que l'objectif d'un congrès comme celui-là, c'est oui, d'apprendre des choses, mais c'est de tisser des liens pour par la suite collaborer, parce que l'objectif, on l'a dit, c'est qu'on veut tisser des ponts permanents avec nos invités. Et j'ai comme un feeling qu'on a connecté, hein, mon cher Étienne. On va aller dans le vif du sujet, si tu veux. On a entendu... oui, est-ce que tu veux dire quelque chose avant? Oui, on peut partir de la chanson qu'on a écoutée, là. Imagine. Oui. Et on pourrait imaginer un monde meilleur qui serait mieux institué, où les pouvoirs seraient enfin contrôlés, où un pouvoir populaire serait enfin institué. On pourrait imaginer un monde dans lequel nous aurions prévu que les juges seraient jugés par d'autres que les juges, parce que c'est ça qui fait que les juges sont impunis. Si nous n'arrivons pas à avoir de justice, Lily en parlait, mais Carl Zero en parlait la semaine dernière avec la pédocriminalité. En fait, on n'arrive pas à obtenir justice en aucune manière parce que nous n'avons pas de puissance politique. Nous n'avons pas de puissance politique pour nous défendre, pour agir. Et on pourrait lister les points d'espoir, les points d'amélioration, les vraies solutions en utilisant le refrain imaginé. Intéressant. On peut faire ça si tu veux. Donc, si on imagine, une fois qu'on a imaginé, il faut avoir une façon de concrétiser cette imagination-là. Et on a participé le week-end passé à des ateliers constituants. Je croyais que c'était un exercice plutôt intellectuel, mais je me suis rendu compte que c'est un exercice d'échange, un peu comme le jardin auto-fertile, c'est un échange entre des gens qui veulent atteindre un objectif qui est un objectif commun, mais avec des approches différentes. Donc, il faut être à l'écoute lorsqu'on fait des ateliers constituants. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un atelier constituant, cher Étienne? Un atelier, c'est pratique comme l'atelier d'un peintre. Il faut que ce soit le crayon à la main, on va écrire. Et constituant, c'est un atelier où on va parler de constitution, on va réfléchir à... Alors, constitution, c'est un mot technique qui n'est pas enseigné à l'école, alors qu'il devrait être enseigné, je pense, dès la maternelle. Et ensuite, on devrait continuer toute sa vie à travailler sur cette idée géniale, qui vient... Quand on vit dans des grandes sociétés, on va avoir besoin de représentants, on va avoir besoin de... Parce qu'on est nombreux, on va avoir besoin de confier des pouvoirs à certains d'entre nous. Et ces pouvoirs sont comme le pouvoir de légiférer, de décider des normes auxquelles nous allons consentir à obéir, le pouvoir de juger entre nos différends, le pouvoir de produire la monnaie dont nous allons avoir besoin pour échanger, le pouvoir d'informer la population contre les différents dangers qui la menacent, et le pouvoir d'empêcher les plus forts de nous imposer
leur force. Et ces pouvoirs sont les pouvoirs que nous allons... L'idée de la Constitution, c'est de créer une force publique au-dessus de nous, qui va être capable de produire des règles qui vont nous protéger contre la loi du plus fort. Il faut la puissance publique que nous instituons par la Constitution. Cette puissance publique, elle sert à empêcher la loi du plus fort. Il faut que les plus forts aient quelque chose à craindre. Si les plus forts n'ont pas quelque chose à craindre, ils vont exploiter les autres, ils vont être malveillants par rapport aux autres, ils auront le pouvoir de le faire. La puissance publique que nous instituons, elle sert à nous protéger des plus forts. Mais cette puissance publique, elle est donc nécessaire, utile, nous la voulons et nous la pensons, nous l'instituons, mais en sachant qu'elle est utile, mais aussi dangereuse. Il est très important que cette puissance publique ne tombe pas entre les mains de quelques crapules, crapule A, crapule B, crapule C, parce que si les plus forts arrivent à s'emparer de la Constitution, mais on a tout perdu, c'est double peine. Non seulement ils sont forts, mais en plus ils ont la puissance publique, ils ont pris le contrôle de la puissance publique. C'est double peine. Et en fait, pour que ces pouvoirs que nous instituons au-dessus de nous soient pas dangereux, on met au-dessus d'eux cette Constitution qu'on leur rend inaccessible. Et il faut que cette puissance publique, les acteurs humains qui font marcher cette machine qu'on nomme l'État, il faut qu'ils aient peur de quelque chose, et ce quelque chose, c'est le droit du droit. C'est le droit qui dit comment on va écrire le droit. Et ce droit du droit, cette Constitution, il est vital, essentiel, décisif, et jamais ça a eu lieu sur Terre encore. Hein. Il est décisif que ce ne soit pas la puissance publique, ce ne soit pas les hommes au pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir, sinon ils n'en auront rien à craindre. Et c'est ça qui se passe partout sur Terre. Au Québec, vous n'avez pas de constitution, mais en France non plus. Nous n'avons pas de constitution. En fait, il n'existe pas de constitution au monde. La totalité des constitutions au monde ont toutes été écrites par des politiciens. Elles ont toutes été écrites par ceux qui devraient la craindre. Donc, c'est la préhistoire de la politique. Pour l'instant, nous sommes dans un État, dans une situation, depuis 200 ans, depuis les révolutions bourgeoises, 1789, et puis le XVIIe siècle en Angleterre, nous sommes dans une situation intermédiaire où les populations du monde se sont fait voler le pouvoir littéralement par les grands marchands, et notamment les marchands d'argent, qu'on appelle les banquiers, qu'on ferait mieux d'appeler les usuriers. Et donc ces gens-là ont pris le pouvoir au XVIIIe siècle, XVIIe en Angleterre, XVIIIe dans le reste du monde. Ils sont devenus constituants, donc ils se sont mis à dire... ils ont décidé qui décide, mais ils n'étaient pas légitimes pour le faire. Mais ils l'ont fait parce qu'on les a laissés faire. Ils ont décidé qui décide. Ils ont décidé qu'on allait élire les représentants, élire les législateurs, mais élire, c'est la procédure la plus violemment antidémocratique de toutes les procédures de désignation des représentants. Quand j'élis quelqu'un, je mets le nom de quelqu'un dans une urne et ce quelqu'un, j'accepte qu'il vote tout à ma place. Quand j'accepte d'élire, j'accepte de ne plus jamais voter. Voter, c'est décider. Et donc, depuis 200 ans, une bande, une gang, comment on dit une gang au mauvais sens du terme un gang, c'est parfait. Un gang, voilà, c'est plutôt un gang qu'une gang. Un gang a pris le contrôle des constitutions, a mis en place l'élection et a pris le contrôle du pouvoir législatif, du pouvoir de produire les lois, du pouvoir de juger, des juges, du pouvoir de créer la monnaie. Ils se sont arrogés le droit, l'autorisation, parce que dans la Constitution, ils n'ont mis aucune interdiction d'acheter les médias, donc ils ont aussi acheté tous les organes de formation d'éclairage de l'opinion. Les médias, c'est au sens large, hein. C'est bien sûr la presse, la radio, la télé, mais les médias, c'est aussi les agences de presse, les instituts de sondage, les instituts de statistique, les maisons d'édition, les agences de pub, le cinéma,
ce qui leur a permis de faire ça, c'est qu'il n'y avait pas de texte pour leur interdire. Je fais des ateliers constituants depuis 20 ans, avec plein de gens très, très, très différents, évidemment, des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Et nous écrivons tous, je peux vous dire, mon expérience, c'est que, qui que vous soyez, vous allez écrire des contre-pouvoirs, vous allez écrire un pouvoir populaire. Dès que vous allez vous mettre à y réfléchir, vous allez voir, vous allez vous mettre à penser les pouvoirs en les instituant et en les contrôlant. Ce qui va tout changer avec une constitution d'origine citoyenne, c'est qu'enfin, on va avoir une vraie constitution, donc on va instituer des pouvoirs dont nous n'aurons rien à craindre. Parce qu'on aura prévu tous les contrôles populaires qui permettent de garder la main et de les foutre dehors à coups de pompe dans le derrière quand on n'est pas content d'eux, les représentants. Donc les ateliers constituants, ça n'entraîne pas le passage à un monde meilleur tout de suite, parce que là, je n'ai pas de remède miracle, hein. Nous sommes dans une prison politique, nous sommes des prisonniers politiques. Nous avons été faits prisonniers par nos élus. En France, c'était en 1789, les élus se sont déclarés constituants et ils ont mis en place le gouvernement représentatif. Le gouvernement représentatif, c'est un régime politique antidémocratique, sciemment, volontairement. Ils ont décidé que le régime en France ne serait pas la démocratie. Et puis ils ont fait comme ça partout, pareil. Ils ont décidé que ce ne serait pas une démocratie. La France, qui n'est pas une démocratie, disait Sieyès, le père fondateur de la démocratie en France, enfin du gouvernement de la démocratie, entre guillemets, de la so-called. La France, qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, dans ce pays, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. En fait, ces gens-là ont décidé de faire de nous des enfants. Et la procédure de notre dépossession politique, la procédure de notre infantilisation, c'est l'élection parmi des candidats qu'on peut aider. Si on peut les aider, ceux qui ont les moyens d'aider, c'est-à-dire ceux qui sont les plus riches, gagnent à tous les coups. Et c'est ça qui se passe partout sur Terre. L'élection, partout sur Terre, depuis 200 ans, donne le pouvoir aux riches. Bon, ça leur vend, parce qu'il faut qu'ils l'achètent, mais à un prix si dérisoire que c'est comme si on leur donnait. Alors qu'à Athènes, il y a 2500 ans, 200 ans de tirage au sort, c'est 200 ans du gouvernement, alors j'allais dire des pauvres, c'est pas les pauvres, c'est les 99%, c'est tous les autres. Donc on a un laboratoire pratique, 200 ans de tirage au sort, qui est la seule procédure démocratique, qui est la seule. Et vous avez 200 ans de gouvernement des pauvres où les citoyens, les 99%, votent leurs lois. Il y a des riches, mais ce n'est pas les riches qui votent les lois. Et puis on a un autre laboratoire, 200 ans de gouvernement représentatif, où on élit les représentants, et donc les riches ont les moyens de porter au pouvoir leurs créatures, et ça donne 200 ans de plutocratie, c'est-à-dire le régime dans lequel ce sont les riches qui dirigent pour les riches, par les riches. Et l'école républicaine nous conduit à adorer cette procédure de... Il ne faut pas que je dise de gros mots. Oh oui. Tu peux le dire. À cette procédure qui est la pire de toutes. Et à l'école, on nous apprend, et moi j'ai appris comme vous, j'ai appris que la démocratie, c'était l'élection. Mais quelle erreur! J'allais dire quel mensonge. Mais c'est pas un mensonge dans l'esprit de tout le monde, parce que moi je l'ai enseigné à mes enfants, puisque je l'avais appris à l'école. Mes parents me l'avaient dit, mes profs me l'avaient dit, les intellectuels me l'avaient dit, la télé le disait tout le temps, les journaux le disaient tout le temps, la démocratie c'est l'élection c'est la démocratie. Mais tu finis par le croire. Jusqu'au jour où j'ai réalisé. Mais donc, il a suffi que j'y réfléchisse pour réaliser et me transformer d'électeur en citoyen. Mais jusque-là, j'ai enseigné à mes enfants, j'ai enseigné à mes étudiants que la démocratie, c'est l'élection. Et vous, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas un complot où j'étais pas mal intentionné quand je faisais ça. Je le croyais. Mais quand vous suspendez votre jugement et que vous essayez, vous vérifiez, voyons, qu'est-ce que veut dire démocratie? Démocratie, c'est un régime politique dans lequel le démos, c'est-à-dire le peuple, exerce le kratos, le pouvoir de décider. En fait, c'est le peuple qui a la souveraineté. Une démocratie, c'est un régime dans lequel est instituée la souveraineté populaire,
La souveraineté, c'est le droit de décider. Le souverain, c'est celui qui décide, qui n'a de compte à rendre à personne. Et la démocratie, c'est un régime dans lequel le souverain est la population. La population vote ses lois. Et l'école républicaine nous conduit à penser avec des mots qui sont à l'envers. Mais on ne peut pas penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Nous devons remettre à l'endroit le mot constitution. Une constitution n'est pas une prison politique comme elle l'est aujourd'hui partout sur Terre. Une constitution, c'est une protection contre les abus de pouvoir. Nous avons besoin des pouvoirs et nous avons besoin de protection contre eux. Donc les pouvoirs doivent être contrôlés. Ils doivent être contrôlés, ils doivent craindre le texte qui est au-dessus d'eux, qui s'appelle la Constitution. Ils doivent le craindre, ils ne doivent surtout pas pouvoir y toucher. Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Il ne faut pas laisser les représentants écrire la Constitution. On va avoir besoin de représentants. Mais quand on réfléchit entre nous, entre les représentés, quand on y réfléchit, on réfléchit aux règles de la représentation. Les représentants n'existent pas encore. La Constitution, ce n'est pas un contrat entre les représentés que nous sommes et les représentants. Pas du tout, les représentants n'existent pas encore. La Constitution, c'est un contrat social entre les représentés qui avons plein de conflits. Hein. Je ne dis pas que c'est un monde de bisounours où nous nous entendons surtout, pas du tout. On a plein de conflits, on le sait bien, mais il va falloir décider. Et nécessité fait loi, sur un territoire, nous allons décider qui décide. Nous allons décider qui décide et comment il décide. Et quand on décide ça, les représentants n'existent pas encore. C'est à ce moment-là, dans ce moment qu'on appelle le moment constituant, où les représentants n'existent pas, qu'est passé le contrat social, pas forcément au sens de Rousseau, prenez-le au sens général du terme. C'est effectivement un contrat entre nous, les représentés, parce que nous avons besoin... Est-ce que nous avons besoin de représentants? Quand vous allez faire des ateliers constituants, vous avez à régler ces questions. Et vous allez voir que quand vous y réfléchissez, vous devenez un adulte politique. Vous allez sentir que toutes les discussions que vous aviez jusque-là, qui étaient des discussions législatives, étaient vaines, en fait. Vous le sentiez. Moi, je sens bien dans les discussions politiques. On discute de ce qu'il faudrait faire, mais on sait bien, dans notre fort intérieur, on sait bien que on n'est pas législateur, donc ce n'est pas nous qui décidons. Donc, en fait, nos discussions législatives ne servent à rien. On est dans une prison politique et on se bagarre sur la couleur de la peinture sur les murs ou sur ce qu'il faudrait faire si on était dehors, comme si nous étions libres dehors. Mais nous ne sommes pas libres. Nous sommes dans une prison politique et aucun d'entre nous, pour l'instant, n'accorde d'importance à cet enfermement. Personne ne pense à l'évasion. On devrait être unis entre les gens de gauche, de droite, du centre, les abstentionnistes, tous. Au lieu de nous disputer et de nous bagarrer, de nous taper dessus. On est agrippés au barreau de la fenêtre de la prison en regardant dehors, en disant « il faut mener des politiques de gauche, il faut... » Sous-entendu, si nous étions libres, quand nous déciderons, il faudra mener des politiques de gauche. Et alors là, tu as des gars à droite qui sont au barreau aussi, c'est une grande fenêtre avec des grands barreaux, et puis ils te regardent, ils te disent, mais pas du tout, puis ils me mettent un coup dans le poing, ils disent, mais il faudra avoir des politiques de droite. On se dispute dans la prison, dans la cellule, alors qu'on décide de rien. Mais c'est complètement con, on perd son temps, ça sert à rien, nos discussions sont stériles, excusez-moi, ça sert à rien de parler d'écologie alors que nous décidons de rien. Et cette crise nous fait réaliser que tu parlais des murs de la prison. Aldous Huxley parlait que les gens, avec le divertissement et la consommation, se croient libres, ne voient pas les murs de leur prison. Donc, un peu comme dans la caverne de Platon, tu sais, oui, l'image est bonne. Exactement. À force d'avoir été enfermé, on oublie ce que c'est que d'être libre et on ne désire même pas être libre. On n'y pense même pas. Exactement. Mais ce que je voulais dire sur l'image de la prison, c'est que d'une part, nous nous bagarrons sur ce qu'il faudrait faire alors que nous ne décidons de rien. Mais en plus, donc nous devrions conspirer à nous évader. Nous devrions préparer notre évasion au lieu de nous disputer sur ce qu'il faudrait faire si on était libre. Ces disputes ne nous libéreront jamais. La seule façon de se libérer, c'est de se retourner, de s'apercevoir qu'il y a une porte derrière. La cellule a une porte et elle n'est pas fermée à clé. C'est ultra important de le comprendre. De se disputer, ça ne nous libère pas. C'est la porte est à l'arrière. Ça nous emprisonne parce que pendant qu'on se dispute, on devient un groupe de gauche, un groupe de droite. Oui. Bon, moi, tout seul, bien sûr, je ne peux pas pousser la porte. Et aussi, c'est fédéraliste, souverainiste, autonomiste, ça n'a rien à voir.
Absolument. Mais si vous êtes souverainiste, et moi je suis souverainiste, hein, Oui. mais j'entends les gens qui se disent souverainistes, qui parlent de la souveraineté, et dont aucun, je ne comprends pas, aucun ne réfléchit, ne pense le moment constituant, le processus constituant. Par quel processus constituant allons-nous établir la souveraineté populaire? Non, mais vous ne pouvez pas réfléchir à la souveraineté sans penser à la façon dont ça va advenir, sinon vous discutaillez, vous bavardouillez, on perd son temps. La porte, elle n'est pas fermée à clé, elle est lourde, ok, elle est lourde. Donc moi seul, toi, on ne peut pas la pousser. Vous prenez tous les gens de gauche, ils ne sont pas assez forts, elle est lourde quand même. Tous les gens de droite, ils ne sont pas assez forts, elle est trop lourde la porte. Mais si vous mettez les gens de gauche et de droite qui arrêtent enfin de se disputer sur des... C'est pas des conneries, c'est important ces disputes. Hein. Les sujets législatifs, je ne dis pas que ce sont des sujets sans importance, je dis que ce sont des sujets secondaires dans l'état où nous sommes de prisonniers politiques. Parce que la priorité, c'est de s'évader. Et si on se met tous en suspendant nos disputes... Ok, je sais qu'il y a des disputes. Oui, je sais qu'il y a une lutte des classes. Ok, je sais ça. Je vous dis juste que pour sortir de la prison, pour devenir enfin libre, il faut que vous mettiez les gens de gauche et de droite à pousser sur cette fichue porte. Ça veut dire écrire nous-mêmes la Constitution, ne pas élire l'Assemblée constituante. Hein. L'idée centrale, c'est que nous devons refuser d'élire l'Assemblée constituante. Si vous acceptez d'élire l'Assemblée constituante, c'est mort. Vous allez élire des représentants politiques. Parmi des candidats qu'on peut aider, non mais c'est fini. Je ne suis pas devin, mais ça je peux vous le dire. Si vous acceptez ça, vous allez élire les mêmes représentants qui ont, depuis 200 ans, institué leur puissance et votre impuissance, et ça va recommencer. La seule façon de s'en sortir, ça va être d'écrire nous-mêmes notre Constitution. Donc il ne faut pas élire l'Assemblée constituante. Et donc si vous vous mettez ensemble en refusant d'élire l'Assemblée constituante, si vous vous mettez en tête, on va village par village, j'allais dire commune par commune, mais je crois que ce n'est pas le mot que vous utilisez au Québec, c'est municipalité par municipalité. Vous allez vous libérer commune par commune, donc on revient et vous allez pousser la porte, vous allez ouvrir, on va se barrer de cette prison politique et on verra ce qu'on en fait après. Ouais. C'est intéressant parce que pour concrétiser tout ça, on a eu une discussion il y a quelques semaines sur la vision que le pouvoir devait revenir à la base, du bas vers le haut. Et la façon concrète de voir ça, c'est de s'unir dans nos communes, dans nos villages. Donc, on voit ça un peu comme une confédération de communes, si on collabore. Confédération de communes libres. Parfait. Donc, la différence entre une fédération et une confédération, on parle de décentralisation dans une confédération, n'est-ce pas? Oui, la fédération est une façon d'unir des États, mais qui donne au pouvoir central, au pouvoir fédéral, beaucoup de force et qui tenaille en fait les États fédérés. Alors que la confédération, c'est la différence en fait principale, respecte les États confédérés, et les États confédérés gardent en fait le pouvoir principal au nom d'un principe qui est essentiel et que nous devrions écrire dans notre Constitution, qui est la subsidiarité. La subsidiarité, c'est une façon de penser par laquelle le souverain protège sa souveraineté, et quand il délègue à des représentants qui sont censés l'aider, quand il délègue, c'est sous son contrôle sourcilleux et uniquement sur les domaines où il ne peut pas légiférer, où nous avons besoin d'être unis. Par exemple, les voies ferrées, chaque commune ne va pas gérer les voies ferrées. Il va falloir qu'on se réunisse entre nous et que ce soit notre confédération qui se charge de la gestion des voies ferrées dans le pays. Ce que j'avais commencé à vous dire, et puis en fait je suis obligé d'ouvrir des parenthèses pour resituer le cadre, mais ce que je voudrais vous dire, c'est la liste des sujets que vous devriez étudier quand vous allez devenir un adulte politique, c'est-à-dire quand vous allez devenir constituant, quand vous allez faire des ateliers pratiques qui vont préparer l'après-révolution. Je ne peux pas vous dire quand ça va avoir lieu, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Je sais qu'il y aura une insurrection. L'histoire des hommes, c'est l'histoire de nos insurrections, donc je n'ai pas de crainte là-dessus. Nous allons nous insurger. Par contre, si nous ne nous sommes pas préparés à l'avance à instituer tout de suite, au moment de la Révolution, si nous ne sommes pas préparés à instituer nous-mêmes
sans élire l'Assemblée constituante, si nous ne sommes pas préparés à instituer le monde meilleur que nous souhaitons, on va se faire doubler par les voleurs de pouvoir au moment de la Révolution. Donc l'idée des ateliers constituants, c'est de préparer la Révolution et ne soyez pas tristes du fait que ça ne change pas les choses tout de suite. On sait bien que ça ne change pas les choses tout de suite, mais une victoire, ça se prépare. Et vous ne pouvez pas préparer l'écriture d'un monde meilleur en restant à rien faire. L'idée des ateliers, c'est de nous entraîner. Et les articles que vous allez écrire, vous me demandez souvent, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces articles? Comment on fait pour qu'ils s'appliquent? Mais on ne les écrit pas pour qu'ils s'appliquent, c'est pas ça. Quand vous apprenez à vos enfants à écrire, à lire et à écrire, vous leur apprenez à lire les lettres et puis à écrire des A, faire des lignes de A, faire des lignes de B, puis ensuite faire des mots, à écrire des mots. Ils ne vous demandent pas, en tout cas s'ils vous demandent, vous saurez bien quoi leur répondre, ils ne vous demandent pas, mais à quoi ça sert CA? Dire, mais c'est plus tard, tu vas voir, quand tu sauras écrire, tu vas voir tout ce que ça va te donner comme pouvoir de savoir écrire, comme pouvoir de communiquer, de penser, et de formaliser, de demander, d'échanger avec les autres. C'est une aptitude intellectuelle intérieure qui se développe quand on apprend à écrire. Ce n'est pas les lignes de A, on va les jeter. On va peut-être en garder quelques-unes comme souvenir nostalgique, mais ce n'est pas les lignes de A qu'a écrites l'enfant qui va l'émanciper. Ce qui l'émancipe, c'est le fait de s'entraîner, de regarder sur son voisin. Ils sont vachement bien, tes B. Ah oui, attends, je vais les faire. Et donc on améliore. Quand vous allez regarder les articles écrits par les autres, les articles sur la monnaie, les articles sur le contrôle des juges. Tout à l'heure, Lydie disait, on n'arrive pas à obtenir justice. Bon, ben ça, c'est le diagnostic. Oui. Il n'y a pas de justice. OK. Mais ça suffit pas, quoi. Qu'est-ce que vous faites pour vous préparer à instituer vous-même une justice qui va fonctionner? Comment ce serait une justice qui fonctionne, selon vous? Je vous signale que les juges sont hors contrôle. Les juges se jugent entre eux, je vous disais tout à l'heure. C'est ce qui fait leur impunité depuis des siècles. Hein. On dirait qu'il y a comme une association de malfaiteurs entre les politiciens et les juges, de façon à ce que les uns ne punissent pas les autres n'inquiètent pas les uns. Et en fait, ils se protègent entre eux, mais c'est parce qu'il n'y a pas de pouvoir populaire pour les contrôler les uns et les autres. Nous avons besoin, alors probablement en France, mais je crois que ça existe aussi au Québec, nous avons des jurés populaires, qu'on appelle en France les assises, je ne sais pas comment vous les appelez au Québec, et aux assises, ce sont des citoyens tirés au sort qui jugent des crimes les plus graves, des infractions les plus graves qu'on appelle les crimes. Ils sont jugés par des citoyens tirés au sort. Donc ils sont capables, que l'on juge capables, que nous estimons politiquement capables de décider de la vie. Alors c'était la vie et la mort à l'époque où il y avait la peine de mort, mais ça reste l'enfermement à vie ou la libération. Donc c'est des choses très graves, hein. Et nous les confions à des jurés tirés au sort. Mais vous pourriez aussi bien confier à des jurés tirés au sort, on pourrait dire des chambres de contrôle tirées au sort, la charge et le budget, les moyens d'investigation, d'enquête, de surveiller les pouvoirs, de les surveiller, les pouvoirs qui sont si dangereux et qui sont pour l'instant complètement hors contrôle. Aujourd'hui, nous sommes à la merci de pouvoirs qui sont hors contrôle. Nous ne pouvons rien contre eux. Ils peuvent voter les lois les pires lois scélérates. On ne peut rien contre eux, rien. Là, Macron est en train de nous tirer dans la guerre. Il nous prend par les cheveux, il nous amène à la guerre. Mais on ne veut pas faire la guerre. Mais on n'a pas le moyen de lui résister. Mais avec une chambre de contrôle du président, une chambre tirée au sort, mais il y a longtemps qu'on l'aurait mis dehors à coups de pompe dans le derrière, hein. Des citoyens, un pouvoir populaire nous en a débarrassés. Je n'ai pas le temps de développer sur le tirage au sort, mais vous devriez, sur cette question, si vous découvrez le sujet, au départ, vous allez voir, quand on voit arriver dans notre horizon intellectuel la procédure du tirage au sort, on se dit, mais quelle est cette fantaisie? On n'en a jamais entendu parler, ça paraît un peu presque amusant, tellement c'est n'importe quoi. Mais après 20 ans d'études, je vous signale que, et puis vous en ferez ce que vous voulez, mais vous devriez suspendre votre jugement, le temps d'y travailler un peu, parce que quand vous allez y travailler, vous allez vous apercevoir que le tirage au sort est la meilleure
procédure qu'il nous faut. C'est la procédure qui va nous protéger contre tous les abus de pouvoir. Et c'est la seule procédure démocratique. Et en la travaillant, vous allez l'aimer. Ne me croyez pas sur parole, mais au moins suspendez votre jugement le temps que vous y travaillez. Et vous allez voir, en une demi-heure, vous commencez à sentir la transformation. Et en 2 heures, vous aurez compris la liste des objections qui vous viennent à l'esprit et la liste des réfutations, parce que tous les problèmes que pose le tirage au sort ont une solution magistrale. Et quand vous faites le procès de l'élection, quand vous examinez point par point les vices majeurs, impardonnables, chacun des vices est impardonnable, les vices de l'élection pour les gouvernés et pour les gouvernants, vous regardez en regard le tirage au sort a les vertus qui correspondent aux vices de l'élection. Et au bout du compte, dans votre analyse, vous arriverez à la conclusion que c'est une procédure comme ça qu'il nous faut, et c'est à nous de décider du dosage. On peut garder l'élection. Il y a des formes. On peut garder l'élection pour certains cas et sur certaines modalités. Parce que la façon dont nous élisons fait que l'élection est épouvantable. Hein. L'élection parmi des candidats qu'on peut aider, et puis au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Voilà, c'est le pire des régimes. C'est celui qui nous tient à l'écart absolument du pouvoir depuis 200 ans. Ok. Mais on pourrait imaginer, je vous en parlais une soirée il n'y a pas longtemps, je crois que c'était chez Sylvain. Imaginez qu'on vous permette que nous ayons institué, nous avons réfléchi dans des ateliers constituants et on s'est préparé. Et le jour de la Révolution, notre Constitution, elle est prête, il n'y a plus qu'à l'adapter, à la voter. Mais imaginez qu'on nous permette, tous les ans, de désigner autour de nous des gens qu'on estime bien, des gens qu'on connaît et qu'on considère comme valeureux, des gens bien, des gens par qui nous aimerions être représentés. Je vais vous donner les critères qui sont les miens, mais vous allez avoir les vôtres. Nous aurons chacun les nôtres. Moi, j'aimerais bien que, si je vais chercher parmi mes amis, quelqu'un qui se met, je l'ai rarement vu se mettre en colère. D'habitude, je l'ai beaucoup vu écouter les autres. Je l'ai souvent vu aider les conflits à s'apaiser. Il a des qualités de diplomate, il est patient. Je le vois lire beaucoup, ou même s'il ne lit pas, je le vois réfléchir et avoir un goût au bien commun, essayer de comprendre, de voir le point de vue des uns, le point de vue des autres. C'est un peu un avocat de toutes les causes, même les causes perdues, je l'ai vu essayer de défendre pour comprendre tous les points de vue et pas commettre d'injustice. Si je trouve des gens comme ça, et j'en connais autour de moi, je vais les désigner. Je sais bien qu'ils ne sont pas candidats. Les meilleurs d'entre nous ne sont pas candidats au pouvoir. Écoutez cette citation de Alain. Émile Chartier, un philosophe du XXe siècle dont je vous recommande la lecture des propos, notamment les propos sur le pouvoir. C'est un petit bouquin chez Folio, ça va vous coûter 4 piastres. Et puis, ce bouquin va vous suivre toute votre vie. C'est des propos, c'est 2 pages. Et ça se lit doucement, hein. Vous n'allez pas lire 4 propos d'affilée, vous allez en lire un, et puis vous allez le relire, et puis vous allez le ruminer, le méditer. Alain disait « Le propre de l'homme juste est de ne jamais vouloir gouverner les autres et de seulement se gouverner lui-même. Cela décide tout. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront. » Alors, Alain réfléchit dans le cadre du gouvernement représentatif, où nous élisons les décideurs parmi des candidats, donc des gens qui veulent le pouvoir. Donc on fait exactement le contraire de ce qu'il dit, puisqu'il dit les gens bien, en général, ne veulent pas le pouvoir. Et on donne le pouvoir à ceux qui le veulent, on élit, autant dire que les pires gouverneront. Mais si nous instituons nous-mêmes notre représentation, nous allons changer la technique, la procédure de désignation. Donc je reprends ce que je vous disais. Nous choisissons autour de nous des gens bien, que nous jugeons nous bien, puis on les connaît. Ce n'est pas quelqu'un qu'on nous a décrit à la radio ou à la télé, c'est quelqu'un qu'on connaît, on vit avec, on vit près de lui, près d'elle, hein, évidemment. Ce que je dis n'est pas sexué, évidemment, on s'en fout. C'est des personnes.
Nous les connaissons et nous les désignons. Combien on peut en désigner? C'est à vous de décider, mais on pourrait en désigner 2, 3, 4, mais vous pourriez dire, vous en désignez autant que vous voulez. Voilà, si vous avez la chance d'en connaître 10, ben dites-nous leur nom. Ils ne sont pas candidats, on sait. C'est justement pour ça qu'on les veut. OK. Et imaginez que chacun d'entre nous puisse désigner, ça s'appelle des élections sans candidat, que nous puissions désigner des gens bien qui ne sont pas candidats, mais c'est eux qu'on veut. OK. Et qu'ensuite, donc je ne sais pas combien ça, on ne l'a jamais fait, donc on ne sait pas ce que ça va donner, mais vous êtes 20 millions au Canada d'électeurs, c'est ça? 40, quelque chose comme ça. 40 millions d'électeurs, ouais. Ça change. Ça va vite, hein, les ça immigrants, vite, beaucoup. 40 millions d'électeurs. C'est la revanche, avant c'était la revanche des berceaux, maintenant c'est la revanche de l'immigration Trudeau. OK. Donc imaginez, on est 40 millions et on désigne librement des gens. Alors il y a des personnes qui sont repérées comme des gens bien par plusieurs personnes et donc on ne va pas avoir des dizaines de millions de gens bien. Vous allez avoir, je ne sais pas, peut-être 1 million de gens bien, peut-être 2 ou 3 millions, on verra. Et imaginez que ce groupe, cette espèce de grand réservoir de gens jugés bien, jugés librement bien, on tire au sort parmi eux pour les différentes fonctions dont nous avons besoin. Vous avez une élection, mais ça va donner des résultats extrêmement différents de ce que nous avons aujourd'hui. Vous allez avoir une véritable aristocratie, mais au sens strict du terme, au sens réel, au sens loyal du terme. Vous allez avoir les meilleurs. L'aristocratie héréditaire, ça n'a rien à voir avec l'aristocratie. C'est une escroquerie, hein, parce que les enfants des meilleurs, ce n'est pas forcément les meilleurs. Hein, et donc, les enfants des enfants des enfants, l'aristocratie héréditaire, c'est du foutage de gueule. Mais l'aristocratie, la désignation libre des meilleurs parmi nous, ça c'est quelque chose qui pourrait être... Nous pourrions défendre cette idée-là. Donc, ce n'est pas la démocratie. C'est une aristocratie, mais véritable, et qui serait sous contrôle démocratique. C'est-à-dire que le processus qui a choisi cette procédure aristocratique, le processus, lui, il est démocratique. C'est-à-dire que c'est nous, démocratiquement, qui décidons du type d'aristocratie, de la procédure aristocratique, vraiment aristocratique que nous voulons, et puis, bien sûr, vous allez voir que quand vous allez l'instituer, vous allez instituer les contrôles populaires qui permettent de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, quoi. Hein. Quand on s'aperçoit qu'on pensait avoir élu et tiré au sort quelqu'un de bien, et puis qu'on s'aperçoit que c'est un affreux, parce que la crainte que vous allez avoir avec le tirage au sort, c'est de tirer au sort un salaud ou un idiot, un malhonnête ou un abruti, un ou une. Hein, une fois de plus, c'est pas sexué ce que je dis. Mais donc, ce qui va avec le tirage au sort, quand vous allez penser le tirage au sort, quand vous allez imaginer la désignation de représentants par le tirage au sort, vous allez, et c'est bien, vous allez avoir peur des erreurs. Et donc, mécaniquement, je n'ai pas besoin que ce soit moi qui constitue. Si c'est vous qui constituez, même si aujourd'hui vous n'avez pas encore réfléchi à la question, j'ai confiance en vous, parce que ça fait 20 ans que je vous vois vous transformer dans les ateliers constituants. Je sais que vous allez instituer non seulement le tirage au sort, et comme l'avaient fait les Athéniens, hein, vous allez instituer aussi les contrôles des tirés au sort. Vous allez les contrôler avant le mandat. Ça s'appelait la docimasie. Ça consistait à vérifier qu'on était tirable au sort. Et à Athènes, il ne donnait pas... Pour qu'on puisse être tiré au sort, il fallait qu'on s'occupe bien de ses parents. On disait, si tu n'es pas capable de t'occuper de tes parents, tu n'es pas capable de t'occuper du bien commun. Oui, Daniel de Saint-Hilaire s'occupe de sa mère. Hein? Donc, ça ferait un bon candidat. 94 ans. Hein? Mais réfléchissez, parce que nous pourrions prendre ce critère-là, mais on pourrait en prendre d'autres. Quels sont les critères de la docimasie? On pourrait l'appeler docimasie, ce serait un clin d'œil à nos ancêtres d'il y a 2500 ans. Mais donc cet examen, ce n'est pas vraiment un examen d'aptitude, parce que la démocratie, c'est considérer que c'est postuler, c'est décider que nous sommes tous égaux politiquement. On sait bien qu'on n'est pas égaux intellectuellement, en force, qu'on n'est pas égaux en âge, en richesse. On sait bien qu'on est inégaux, mais on décide. La démocratie, on décide qu'on est égaux politiquement et que nous allons co-décider. La démocratie, ce n'est pas la liberté d'expression. La démocratie, c'est la décision, c'est le droit de décider. La démocratie, c'est la souveraineté. Vous ne laissez pas enfumer en vous disant la démocratie, c'est la liberté d'aller et venir, c'est le droit de parler. Pas du tout, la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est le droit de décider. Nous votons nos lois. Et on pourrait décider donc que nos représentants, ceux que nous avons soit tirés au sort, soit ceux que nous avons élus librement
parmi des non-candidats. Donc. Et puis ensuite, tiré au sort, nous pourrions décider que, je vais vous décrire un processus législatif original, nous pourrions décider que, c'est original, c'est pas très original, c'est comme ça qu'ils faisaient à Athènes, hein, les tirés au sort à Athènes ne votaient pas les lois, bien sûr. Les Athéniens avaient institué le tirage au sort pour protéger leur souveraineté de citoyens. Et le fait de tirer au sort leurs représentants gardait les représentants à leur niveau de citoyens, c'était des pairs, P-A-I-R-S. Ils n'étaient pas juchés au-dessus des autres par l'élection, ils étaient cantonnés au niveau général par le tirage au sort, et les tirés au sort ne votaient pas les lois. Les tirés au sort préparaient les lois, parce que les citoyens n'avaient pas le temps, puis on est trop nombreux, donc il y avait 500 personnes qui étaient tirées au sort, qui préparaient les lois, et puis qui venaient ensuite les présenter. Donc l'Assemblée élus sans candidat, que nous avons tiré au sort, parmi lesquels nous avons donc tiré au sort, nous pourrions leur confier la tâche de préparer les lois. Alors là-dedans, dans l'Assemblée, il va y avoir des gens qui sont pour la loi, ils sont majoritaires, et puis des gens qui sont contre la loi, ils sont minoritaires, mais ensuite ils viennent nous présenter à la télé, sur la chaîne du référendum, avec des médias dont nous aurions repris le contrôle. Ils vont nous présenter leurs discussions. Vous avez ceux qui sont pour la loi, les tirés au sort, qui sont pour la loi, qui viennent nous la présenter, les arguments pour la loi. Et puis vous avez ensuite les arguments de ceux qui étaient contre la loi, ils la trouvent dangereuse, il y a quelque chose qui ne va pas, ils viennent nous présenter des arguments contre la loi. Donc on a des conférences pour, des conférences contre à la télé et sur la chaîne du référendum. Et puis on les voit aussi s'empailler, on les voit se disputer. La démocratie, c'est la mise en scène des conflits, hein, c'est super important ça. Mise en scène des conflits pour éclairer l'opinion. Donc nous les voyons se disputer. En les voyant se disputer, on a mieux conscience des enjeux, des difficultés, des paris, des risques, des enjeux, c'est-à-dire à gagner et à perdre de la loi en question. Et après avoir ainsi éclairé notre opinion, à nous les citoyens, les tirés au sort, nous laissent voter. Et c'est à nous, donc par référendum, nous allons voter les lois. C'est ça la démocratie. Et ne me dites pas, il y a trop de lois, c'est trop compliqué. Vous croyez quoi? Que les élus sont plus intelligents que vous pour voter les lois? Mais vous croyez quoi? Ils ne sont pas plus intelligents que vous du tout. Vous trouvez que c'est les meilleurs que vous avez élus? Enfin, c'est une blague. Alors, il y a peut-être quand même... Il reste, je vais te le dire, il reste 17 minutes. Okay, super. Je vais... Alors, il faudrait que vous ayez de quoi écrire, peut-être. Mais bon, vous repasserez le film si c'est enregistré. Je vais vous lister les sujets de conversation constituante à ne pas rater. Je pense que l'humanité va s'émanciper quand elle va enfin auto-instituer sa société. Quand nous allons enfin réfléchir aux règles de notre représentation, on va se libérer des pouvoirs abusifs. Dans nos ateliers constituants, il faut faire attention à ne pas dériver vers des sujets législatifs. Nous sommes habitués aux sujets législatifs, nous ne faisons que ça. La télé ne nous parle que de sujets législatifs, où on se dispute les uns les autres, comme je vous disais. Mais vous allez voir, dans un atelier constituant, dans une réflexion constituante, on se dispute beaucoup moins. Parce qu'on ne va pas décider sur les sujets où nous sommes en conflit, on va décider comment on va décider. Donc ça, c'est beaucoup plus consensuel, vous allez voir, il y a beaucoup moins de disputes. Vous aurez quelques disputes sur, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec les étrangers, quand est-ce qu'on devient citoyen. Vous allez voir, c'est pas facile de décider sur la sécession, le droit de sécession. Je vais y revenir quand je vais vous parler des sujets. J'aimerais juste te poser la question. Est-ce que la Constitution, selon toi, est un document purement législatif, légal ou politique? Ah oui, purement politique, oui, mais pas législatif du tout. Faites attention, oui. C'est important, hein, parce que les avocats, souvent, on les aime, mais vont s'approprier le fait de dire, nous, on connaît ça. Mais pas seulement les avocats, les profs de droit constitutionnel, les juristes, en fait. Moi, je suis de formation bon, vous aimez les avocats. Il y a quelques juristes comme moi qui n'accaparent pas ce pouvoir juridique et qui veulent le laisser aux autres. Mais la plupart des juristes se considèrent comme des experts, et c'est la même chose pour tous les experts. En économie, c'est pareil. Sur la monnaie, c'est pareil. Sur tous les sujets, les experts, après avoir beaucoup bossé sur une question, sont devenus authentiquement parmi les meilleurs sur cette question. C'est vrai que ce sont les meilleurs.
et du même coup, dans leur tête, ils ont envie et ils se croient légitimes, parce qu'ils se savent savants, ils se croient légitimes à tout décider à la place des autres. Et ça, c'est violemment antidémocratique. Or, la démocratie, pour survivre, a besoin de se méfier des experts. Nous avons besoin des experts, comme nous avons besoin des pouvoirs. Nous allons écouter les experts. D'ailleurs, souvent, ils ne sont pas d'accord. Il y a les experts pour, les experts sur chaque sujet. Il y a les experts pour, les experts contre. Nous avons besoin des experts. Nous avons besoin d'entendre les avis des experts. Nous avons besoin de se voir disputer les experts, mise en scène des conflits. Mais il est essentiel de ne pas laisser les experts décider. Ce n'est pas aux experts de décider. Jamais de la vie. Or, ils brûlent de ça. Et donc, en matière constitutionnelle, les spécialistes de droit constitutionnel, les profs de droit constitutionnel, les profs de droit public, qui ont beaucoup bossé sur la question, ils connaissent toutes les constitutions du monde, ils connaissent tous les essais humains pour instituer les pouvoirs, limiter les pouvoirs, ces gens-là disent, souvent, pas moi, mais souvent, ils disent « laissez-moi faire, je vais m'en occuper ». Il ne faut pas les laisser faire. Ce n'est pas du droit. Oui, c'est du droit. La Constitution, c'est au sommet de la pyramide. C'est la loi des lois, c'est le droit du droit, c'est tout en haut de la pyramide des normes, au-dessus des traités et de toutes les autres lois et règlements. Oui, c'est du droit, mais c'est tellement haut que c'est plus du droit. Ça n'est plus juridique, c'est politique. C'est un texte que tout le monde doit être capable de lire, tout le monde doit être capable de signer, de comprendre, de signer ou refuser. C'est plus du droit, il faut que ce soit un objet populaire. Et donc il ne faut pas se laisser intimider par le jargon, la prestance, l'autorité des juristes. Ils vont vous dire c'est du droit et c'est mon domaine. Il faut leur répondre non, non. C'est du droit, mais tellement haut que c'est politique, c'est mon domaine à moi, c'est notre domaine à tous. C'est à nous de décider comment nous allons être représentés. Et on m'humilie quand on me ravale au rang dégradant d'électeur sans m'avoir laissé co-décider si c'est moi, si je suis, oui, si oui ou non je veux être électeur. C'est humiliant, c'est infantilisant. La procédure qu'on nous impose et l'anticonstitution, les anticonstitutions partout sur Terre, dans lesquelles nous n'avons aucun pouvoir de décider, sont une humiliation que nous imposent nos élus, nos représentants, qui sont en fait des maîtres. Nous sommes condamnés à élire des maîtres alors que nous devrions voter nos lois en démocratie. J'aimerais juste... il y a plusieurs avocats qui ont sursauté quand on dit qu'il n'y a pas de constitution au Québec, il n'y a pas de constitution en France. C'est des anti-constitutions. C'est des anti-constitutions, bon, c'est bien. Mais je regarde, j'ai 5 minutes, presque ouais, regarde, il te reste 12 minutes quand même. Je voudrais lister les sujets à ne pas rater. Les enjeux d'une constitution, c'est ce qu'il y a à gagner et à perdre. Dans une constitution, c'est dans la constitution que le président peut déclarer la guerre sans demander leur avis à ceux qui vont la faire. Ce n'est pas lui qui va aller se faire trouer la peau, c'est nous, et on n'a pas voix au chapitre. C'est dans la Constitution que Macron peut déclarer la guerre. Mais c'est dans une Constitution qu'on pourrait lui interdire. C'est dans la Constitution que Macron peut nous effrayer. Macron, vous avez compris, c'est un personnage conceptuel, je m'en fous de Macron. Hein. Macron, c'est la dernière crapule en date, c'est la pire, hein, probablement, depuis 50 ans, mais c'est une crapule qui sera remplacée par une crapule pire encore. Et je me fous de Macron, je me fous du tyran, je m'occupe de la tyrannie. Hein. C'est dans la Constitution que Macron peut nous faire peur, peut dire « nous sommes en guerre ». Et nous terrifier en disant « il y a un affreux virus qui va tous nous tuer ». Et donc, cette aptitude, cette absence d'interdiction, ce droit qui lui est laissé de nous terroriser, parce que c'est du terrorisme, en fait, les gouvernements du monde utilisent la même méthode que la mafia historique, c'est-à-dire tu terrorises tes victimes, tu assassines la moitié de la famille devant l'autre moitié, et ensuite tu te présentes devant l'autre moitié, tu te présentes comme le protecteur. Le même qui a assassiné la moitié de la famille se présente ensuite comme le protecteur. C'est la mafia, ça, hein, et c'est comme ça que font les gouvernements. Ils nous terrorisent et après ça, ils se présentent comme le protecteur en échange de notre docilité. Mais c'est la Constitution qui lui permet de faire ça. On pourrait imaginer, dans vos ateliers constituants, vous avez le droit d'interdire
aux représentants de nous mentir. C'est écrit nulle part dans la Constitution que c'est interdit de mentir. Et quand vous allez étudier la science politique, vous allez vous apercevoir que presque tous les politologues, tous ceux qui réfléchissent à la politique, tous les penseurs, les intellectuels, justifient le mensonge, légitiment le mensonge, disent qu'on ne peut pas faire autrement. Ben réfléchissez-vous et décidez, c'est à vous de décider. Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous voulez, j'en bégaye tellement, je suis outré. Est-ce que vous trouvez légitime qu'on puisse mentir impunément? Mais vous pourriez très bien dire, atelier constituant, je démarre. Il est interdit aux représentants de mentir. Vous pouvez parler en termes simples. N'essayez pas de singer les juristes et les constitutions du monde. Il faut que vous parliez avec les mots qui sont les nôtres. Et allez droit au but. Et puis peut-être que vous allez vous tromper, aller trop loin, pas assez loin. On corrigera, on raturera. Ce qui serait bien, c'est que j'ai un papier et un crayon. Si vous pouviez me donner un papier et un crayon, je vous montrerai le geste que je fais en même temps, parce que ce geste est celui qui va faire de vous un adulte politique. C'est quand vous allez commencer à écrire, pas seulement à bavarder là comme je fais, mais écrire. C'est quand vous allez commencer à écrire la règle que vous allez intellectuellement vous transformer, vous allez devenir une grande personne, un adulte politique. Donc je vais l'écrire pour que vous voyez, pour vous aider à mémoriser, parce que entendre c'est une chose, vous savez, mais quand on voit, on mémorise mieux, puis quand on le fait, on mémorise encore mieux. Donc demain, quand on va constituer ensemble, vous allez voir, vous allez encore mieux mémoriser. Il est interdit aux représentants, au pluriel, j'écris un abrégé, de mentir. Non, je vais mettre le mot en majuscule, de mentir. Interdit de mentir. Point à la ligne. Il est interdit, il est aussi interdit, il leur est aussi interdit de faire peur à la population. Peur, en majuscule, à la population. Pourquoi est-ce qu'ils nous font peur? Parce qu'ils savent que quand on a peur de la guerre, on va être docile, on va obéir. Ils le savent. On a raison d'ailleurs, nous. Hein. C'est vrai que s'il y a une guerre, ce n'est pas le moment de faire chier le gouvernement avec une opposition. Vous êtes les chefs de guerre indiens, vous savez, les chefs à plumes, en temps de paix, ils n'avaient aucun pouvoir, mais en temps de guerre, c'est eux qui dirigeaient. Parce que si on n'a pas un chef, on va se prendre une pâtée, on va mourir, on va devenir esclave, ou on va mourir. Ça va. Pendant la guerre, on obéit au chef, on en rabat sur nos exigences, nos oppositions. Et tous les tyrans du monde savent que tous les humains sont prêts à se taire en cas de guerre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils la déclarent, la guerre. Ils les organisent, les guerres. Ils les fomentent, ils les préparent avec des provocations, des faux drapeaux. Enfin, l'histoire des hommes, c'est l'histoire des faux drapeaux, c'est-à-dire des mises en scène qui servent à justifier la guerre. Pourquoi ils veulent la guerre? Parce que quand ils ont la guerre à l'extérieur, ils ont la paix à l'intérieur, les oppositions s'écrasent. Dans notre Constitution, il faut qu'on interdise aux exécutifs, mais à tous les pouvoirs, il faut qu'on leur interdise de nous terroriser. Mais tout à l'heure, quand Lily disait on a plein de droits, on a une charte et on n'arrive pas à les faire appliquer. Je vais vous donner un truc important pour tous vos ateliers constituants, super important. Quand vous prévoyez une liste de droits ou une liste de devoirs pour les pouvoirs, il faut penser en même temps, dans votre atelier constituant, en même temps vous dites il est interdit aux politiciens ou aux représentants, il est interdit de mentir, il est interdit de faire peur, mais si vous faites que ça, les pouvoirs vont abuser, ils vont s'en foutre complètement. Ils s'en foutent d'un principe s'il n'y a pas de sanction. Il faut que vous prévoyez en même temps l'organe qui va être chargé, commitment, il va être chargé de le faire respecter. Il faut que vous prévoyiez non seulement le principe, mais l'organe, si vous prévoyez les droits de l'homme, si vous révisez les droits de l'homme à votre manière, vous faites ce que vous voulez, vous êtes souverain, vous allez devenir constituant. Donc c'est vous qui allez décider des droits de l'homme ou ce que vous voulez. Mais si vous prévoyez les droits de l'homme, il faut que vous prévoyiez une chambre de contrôle, une chambre du respect des droits de l'homme, à qui vous allez donner un budget. Et n'ayez pas peur de l'argent. Ailleurs dans la Constitution, on va reprendre le contrôle de la monnaie aux usuriers, et donc on ne va pas manquer d'argent, on est pété de thunes. On a tout ce qu'il faut pour assurer tous les services publics et tous les organes dont vous allez avoir besoin, vous allez pouvoir les financer. Donc ne vous laissez pas intimider par « Mais monsieur, comment allez-vous financer tous ces projets, comment allez-vous les financer? Vous êtes un démagogue. » Laissez-moi tranquille, on a repris le contrôle de la monnaie, nous allons financer tout ce dont nous avons besoin. Et donc,
L'organe de contrôle du mensonge et du terrorisme politicien, l'organe de contrôle, on va l'appeler, il faut lui donner un nom, on va l'appeler la chambre de contrôle des pouvoirs. Et cette chambre, vous lui donnez un budget, donc des ressources humaines, je ne devrais pas dire ressources humaines, je déteste cette expression, vous avez donné des agents, des représentants. Des richesses humaines. Des richesses humaines. Ah, c'est bien ça. C'est beau, hein? Oui, c'est beau ça. Avec l'accent québécois, c'est toujours avec le nez, hein? Des richesses humaines. Richesses humaines. Vous allez donner à cette chambre des pouvoirs d'investigation, des pouvoirs d'enquête. Ils vont pouvoir aller dans les arcanes des pouvoirs menteurs et des pouvoirs terroristes. Et puis, vous allez lui donner une autorité pour juger et pour punir. C'est-à-dire que vous allez mettre au-dessus des pouvoirs, pour n'en avoir rien à craindre, vous allez mettre au-dessus d'eux un organe qui sera capable de surveiller et punir. Ça n'existe pas, ça. On a un conseil constitutionnel, c'est une blague, c'est une bande de vieux grigous politiciens qui sont les complices des gredins. Donc, il n'y a rien à attendre. Il faut un pouvoir populaire. Donc, et vous allez avoir besoin de ce pouvoir populaire. Alors, dans vos ateliers constituants, vous allez avoir à vous poser la question. Il te reste environ 5 minutes. Non, mais il faut que j'aille vite. Mais là, j'ai dit beaucoup de choses déjà. Hein. Vous allez avoir besoin, dans votre constitution, il va falloir que vous réfléchissiez à répondre à ces questions. Est-ce que je veux être représenté? Est-ce que je veux des représentants? C'est pas sûr, c'est à vous de décider. Si vous voulez des représentants, vous pouvez décider de voter les lois vous-même. Si vous voulez des représentants, comment vous allez les désigner? Élection ou tirage au sort? Élection, quelle élection? Élection sans candidat? Okay. Quel mode de scrutin? Uninominal, majoritaire à 2 tours, cette saloperie, ou bien jugement majoritaire? Vous chercherez sur Internet jugement majoritaire. C'est un mode de scrutin magnifique qui nous permet, au lieu de donner toute notre voix et donc d'abdiquer toute notre souveraineté sur un nom, et en ne donnant rien aux autres, le jugement majoritaire permet de dire, d'apprécier, de porter un jugement sur chacun des candidats. Donc c'est un seul tour, et puis on dit, lui, il est formidable. Lui, ouais, j'aime bien, comme ça. Vous lui donnez un jugement, pas mal. Lui, j'ai super peur. Lui, j'en veux surtout pas. Vous lui donnez des points négatifs, moins 12 à lui. C'est comme une évaluation par candidat. C'est une évaluation et à un tour, et ça ne donne pas du tout les mêmes résultats que les autres modes de scrutin. Donc, si vous choisissez d'être représenté, comment vous allez désigner les représentants? Quel mandat vous allez leur donner? Est-ce que vous voulez des maîtres, comme aujourd'hui, qui décident tout à votre place et qui vous traitent comme des enfants, qui vous traitent comme des incapables? Ou bien est-ce que vous voulez des pairs, des gens qui vous ressemblent et puis qui vous servent, qui vous aident en préparant les lois, puis c'est vous qui allez les voter? Et c'est vous qui décidez du mandat que vous donnez. Je pourrais développer, mais je n'ai pas le temps. C'est vous qui... Pardon, je suis trop long. Ah, c'est bien, il respecte le temps, c'est bien ça. Vous allez décider comment vous les contrôlez, comment vous les surveillez, et comment vous les punissez quand vous trouvez qui déconne. Donc ça va être en général des chambres de contrôle. Chambres de contrôle tirées au sort. Mais chambres de contrôle, c'est 200 personnes. Hein, donc c'est... oui, quand on tire au sort, on court le risque de tirer au sort un abruti ou un salaud. Je sais, d'accord. Mais si vous tirez au sort 200 personnes, vous n'allez pas tirer au sort 200 salauds ou 200 cons. Ça va. Alors, si vous avez cette vision-là de l'humanité, c'est que vous n'êtes pas démocrate. Bon, voilà. Mais, bon, donc, quel contrôle, quel pouvoir populaire allez-vous instituer pour contrôler les pouvoirs? Et puis, il faut vous demander comment est-ce que vous allez garder la main? Comment la population, qui est en train d'instituer sa puissance, là, on est en train d'instituer une démocratie. On blablate sur la démocratie, mais la démocratie, ça s'institue. Si vous ne l'instituez pas, personne n'instituera à votre place. Si vous attendez que les élus instituent la démocratie, vous allez attendre longtemps, ça n'arrivera jamais. Si vous attendez que les puissants, les dominants du moment instituent la démocratie, ça n'arrivera jamais. Il n'y a que vous pour le faire. Il n'y a absolument que vous. Soit c'est vous qui le ferez, soit vous n'aurez pas de démocratie. Mais donc, vous allez instituer un pouvoir populaire avec des chambres de contrôle des pouvoirs, mais vous pouvez aussi instituer, je vous conseille de réfléchir à cette procédure centrale qui s'appelle, je n'ai pas le temps de développer, je peux passer 1 heure dessus, mais sur le référendum d'initiative citoyenne. Référendum d'initiative citoyenne. Référendum, on n'élit pas, on vote. Référendum, on décide. Donc, mais
si c'est le prince ou si c'est le puissant du moment qui peut décider des questions, qui peut décider de vous poser la question par référendum ou pas, ben c'est lui le souverain. Référendum d'initiative citoyenne, c'est nous qui décidons des sujets qui sont importants, et ensuite on vote, c'est-à-dire qu'on décide sur des sujets importants. Donc ça, le RIC, c'est la procédure de la souveraineté populaire, même en milieu représentatif. C'est la procédure qui va nous donner le pouvoir de nous défendre. Et c'est le RIC en toute matière, évidemment. Il n'y a pas de garde-fous. Les fous, c'est nous. Donc il n'y a pas de garde-fous. Les garde-fous, c'est un mot de représentant. C'est un mot d'élu. Penser aux garde-fous. Ce qui est intéressant, Étienne, c'est que ça existe en Suisse. Oui. Alors, ils ont pas, ça n'existe nulle part parfaitement. Okay. Parce que, oui, il y a une trentaine de pays dans lesquels il y a le RIC, mais dans ces pays, les médias sont tenus par les riches. Or, avec les médias, vous avez le moyen de mettre la tête à l'envers des gens que vous informez. Vous pouvez conduire en ayant tous les médias, en ayant acheté tous les médias, parce que la Constitution ne l'a pas interdit. Dans les ateliers constituants, il faut que vous pensiez à interdire à toute personne physique ou morale d'acheter un média, évidemment. Et c'est peut-être le plus important des articles. Et moi je l'ai mis dans le RIC. Dans mon article qui institue le RIC, le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, en deuxième alinéa, il y a le nécessaire éclairage de l'opinion pour que le RIC ne soit pas dangereux. Il faut absolument que la population soit bien informée, avec une procédure comme celle que j'évoquais tout à l'heure. Je veux voir les avis pour, je veux voir les avis contre, je veux voir se disputer les gens qui sont pour et contre. Il faut que ça dure longtemps, il faut que ça dure 2 mois, 3 mois, 6 mois s'il le faut, de façon à ce que l'opinion soit bien éclairée. Et au moment où on vote, c'est une opinion éclairée. La démocratie, c'est un régime dans lequel le peuple éclairé décide. Et le mot éclairé est tout sauf un détail. Je vous dis, mince. Non. Mais bon, j'ai presque fini. Allez, voilà, allez, vous me donnez 2-3 minutes. Conclusion. Non, oui, ne t'inquiète pas. Il faut, dans vos conversations constituantes, il ne faut pas oublier de parler de la monnaie. Si vous oubliez de parler de la monnaie, vous oubliez un truc essentiel, parce que si vous instituez votre souveraineté, ok, maintenant c'est nous qui décidons, super, c'est nous qui votons nos lois, super, mais à chaque fois qu'on prend une décision, il faut qu'on aille voir le banquier pour lui demander si vous voulez bien nous créer l'argent parce qu'aujourd'hui c'est les banquiers privés qui créent l'argent, qui créent la monnaie. Un truc de fou. Nous vivons aujourd'hui, on s'est fait piquer la création monétaire. La monnaie, c'est un outil ultra politique, c'est pas du tout un outil économique. Oui, c'est économique, mais secondairement, c'est surtout un outil politique. Ça devrait être sous contrôle citoyen, pas sous contrôle politicien. Je ne vous dis pas de mettre la monnaie sous le contrôle des politiciens, pas du tout. Il devrait y avoir des chambres de contrôle de la monnaie qui décident tous les 3 mois, s'il le faut, ou tous les 6 mois, qui décident est-ce qu'on a trop de monnaie. Alors voyons, est-ce qu'on a du chômage? Si on a du chômage, c'est qu'il n'y a pas assez de monnaie. Okay, c'est qu'il faut en créer. Il faut créer de la monnaie. Donner, une fois mes 2 mains, on observe qu'il y a du chômage. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin de boulot et pourtant il y a plein de choses à faire. Dans nos assemblées délibératives, nous avons décidé de tous les sujets importants sur lesquels il faut travailler, il faut investir, et en même temps, on a plein de chômeurs. Donc, il y a des gens, il y a des choses à faire, et il y a des gens qui ont rien à faire. Il manque que la monnaie, mais c'est complètement con. Il n'y a rien de plus simple que de créer la monnaie. Les chambres de contrôle citoyen vont examiner, et ce n'est pas forcément une chambre, il y a une chambre aux 4 coins du pays. Et si les 4 chambres disent il y a du chômage, il faut créer de la monnaie, il faut en créer tant de milliards, ok, mais c'est qu'il faut le faire. Et donc, on met ce médecin, cette infirmière qui est au chômage, qui pour l'instant ne crée aucune richesse, on les met au boulot, on crée un hôpital, on le remplit des soignants, et en même temps on crée la monnaie pour les payer. La monnaie, c'est des certificats de travail. Et donc, ils travaillent, ils créent de la richesse et on crée la monnaie en échange, ça n'est pas inflationniste. Ça n'est pas inflationniste. Ce qui est inflationniste, c'est ce que font les banques centrales, les soi-disant les bandits en costard, là, qui se prétendent compétents et responsables, qui créent des milliers de milliards et qui les distribuent sans contrepartie à leurs copains. Ça, c'est inflationniste. Mais ce que nous allons faire sous contrôle citoyen, je vais vite parce que je sais que j'ai pas de temps, pardon, ça me fait déparler, mais je veux tenir 8 heures sur la monnaie, donc 8 secondes, c'est compliqué. Non. Mais donc... dans vos ateliers constituants, vous allez doter le pouvoir local et le pouvoir national, la Confédération. Vous allez les doter du pouvoir de créer la monnaie de façon à ce qu'ils soient, vous ne le faites pas pour rien, ce n'est pas pour le plaisir, vous le faites pour les rendre employeurs en dernier ressort. Vous allez leur donner la mission de créer la monnaie pour donner du boulot à ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire, dans le même geste, vous allez venir à bout du chômage. Vous allez venir à bout du chômage et rendre des tas de services publics que vous n'auriez pas pu
tant que vous n'aviez pas la création monétaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez établir la paix, la prospérité, la justice, juste parce que vous allez changer de constitution. N'oubliez pas aussi de parler des médias, donc d'interdire à qui que ce soit d'acheter les médias. Les médias doivent rester pluralistes. Soit vous en faites des fonctionnaires comme les juges, mais mieux que les juges, parce que vous avez compris, les juges aujourd'hui, ils sont jugés par eux-mêmes, donc ils sont hors contrôle, ça ne va pas du tout. Mais on a le même problème avec les juges et avec les journalistes. Les juges doivent être indépendants, on ne veut pas que ce soit les riches qui payent les juges, on veut payer, nous, les juges, pour être sûrs qu'ils ne sont pas corrompus par les plus riches, ok ? Mais en même temps, il faut qu'ils rendent des comptes. Donc il faut qu'ils soient indépendants des riches et des puissants et des gouvernements, mais il faut qu'ils rendent des comptes. Donc il faut qu'il y ait une chambre de contrôle des juges. Ben, ça va être pareil pour les journalistes. Laissez les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes hommes qui veulent devenir juges, journalistes, laissez-les devenir journalistes, formez-les, payez-les et contrôlez-les, comme vous auriez fait avec des juges, vous allez avoir... Mais c'est super important, ne laissez pas passer le sujet média. N'ayez pas peur de mal écrire. On s'en fout, vous allez corriger. Le premier jet, vous voyez, moi j'ai déjà raturé. Et il est interdit aux représentants de mentir, j'écris en majuscule. Enfin, vous pouvez raturer, quoi. Personne n'écrit bien du premier coup. Vous allez avoir tendance à avoir peur d'écrire parce que vous vous dites, je ne sais pas par où commencer. Ben, je vous ai dit par où commencer. Donc là, maintenant, vous avez une espèce de fil d'Ariane. Vous me dites, j'ai peur de mal écrire. N'ayez pas peur de mal écrire. Vous croyez que quoi, que les élus écrivent bien du premier coup? Mais c'est une blague. D'abord, c'est pas eux qui écrivent, ils le font écrire. Et n'ayez pas peur de mal écrire. Vous allez mal écrire au début comme un enfant qui commence à écrire, qui fait mal CA, et puis vous allez voir, vous allez progresser à toute vitesse. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous ne progresserez pas si vous ne faites pas les ateliers. Hein. Si en sortant de là, vous sortez de là en disant « il parle bien ce gars-là, c'est super, on a passé une bonne soirée, hein, c'est super. » Ah non, c'est pas le soir, c'est le matin. Non, on a passé un bon moment. Et puis que vous ne faites rien, écoutez, moi je vous parle dans les yeux à chacun là. Hein. Si vous ne faites rien en sortant de là, vous tuez l'idée. Alors, si vous ne la trouvez pas bonne, c'est pas grave. Mais si vous trouvez l'idée bonne et que vous ne faites rien, c'est vous qui tuez l'idée. Hein, parce que je ne suis pas un sauveur, hein, c'est pas moi qui pourrais changer le truc. Hein, c'est vous qui allez contaminer vos voisins et il faut leur parler de façon à ce que nous soyons très nombreux. C'est quand on va devenir très nombreux à devenir constituants, devenir des adultes politiques, que ça va tout changer et enfin on va avoir un monde meilleur. Et on va parler de commitment maintenant. Josiane Roy nous a inventé le nom du comité qui va suivre le congrès. Donc, demain après-midi, on se retrouve pour parler pour faire un atelier constituant. Oui, donc le groupe de l'ACCQ, l'Association des constituants du Québec. Hein? Oui, il y a des gens ici qui vont être dans ton atelier. Donc, vous allez être une vingtaine de personnes à pratiquer, à écrire les ateliers constituants. Mais on peut être plus de 20 si on est 40. Tous ceux qui veulent écrire avec toi, ils vont. 20, il faudrait faire 3 groupes. Il faut faire des groupes de 6, 7. Oui, ben, on va gérer ça avec Josiane tantôt. Au Zénith, on était 3000 et on a pu le faire. Hein, donc c'est possible. On peut faire des ateliers même quand on est très nombreux. Et vous vous organisez très bien tout seul. Ça marche très bien. Et ce qui est intéressant ici, c'est que quand on est en atelier avec Étienne Chouard, tout le monde prend plaisir à écrire, mais il faut justement, comme tu dis, qu'il y ait une continuité. Donc, vous allez écrire entre vous. Donc, tu es comme l'impulsion pour commencer à écrire. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin du congrès, on va se commettre, parce qu'on va avoir le comité permanent inter-organisation, dans lequel on va retrouver le volet atelier constituant. Et là, on va demander un commitment du public, parce que vous êtes des ancrages. Hein? Chaque personne, individuellement ici, vous êtes en train d'absorber de l'information. Et le but, c'est qu'on se serve de vous comme des ambassadeurs, des ancrages pour divulguer un peu le plan de match pour qu'on s'unisse et qu'on finisse par être dans l'action. Demain, dans la journée, vous allez parler de santé, je crois. Oui. Et je vous propose, et vous en faites ce que vous voulez, mais ça me paraîtrait une bonne idée, dans les ateliers constituants, de réfléchir aux institutions de la santé qui nous manquent. De quelles institutions aurions-nous besoin pour qu'on ne puisse plus être les otages d'une politique de santé aussi dévastatrice et liberticide, scélérate que celle qu'on a vécue. Quelles sont les institutions qui nous ont manqué et que nous pourrions nous entraîner à instituer demain en ce qui concerne la santé. Et on a parmi nous quelqu'un que j'aime énormément qui s'appelle Carole Fouché, qui est la blonde de Louis, et qui est extraordinairement savante, et pertinente, astucieuse, et que j'aimerais bien
associer à notre travail sur les institutions de la santé demain. Super. Si vous voulez bien. Super. Merci, Étienne Chouard. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup d'être présent et de venir nous enseigner ton travail que tu fais ardemment depuis 20 ans. Merci, Seb. Je t'aime, mec. Merci beaucoup. On espère que tu passes du bon temps au Québec. All right. Merci.